Le plateau de Convoi ce matin, à mesure que nous empiétons sur la nature et que nous épuisons les habitats vitaux, le nombre d'espèces en danger ne cesse de croître. L'humanité et l'avenir que nous voulons ne sont pas à l'abri. Message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en 2020, à l'occasion de la journée mondiale de la biodiversité ou de la diversité biologique de 2020 à 2021. Qu'est-ce qui a évolué? Il a mis donc l'accent sur la responsabilité de l'homme dans la perte de la biodiversité, mais également a souligné aussi l'implication que l'homme peut représenter aussi pour donc la préservation de cette même biodiversité. Quel est l'état des lieux en matière donc de lutte pour donc la préservation de la biodiversité et surtout les avancées obtenues. Le cas du Bénin, on pourra également l'évoquer brièvement aussi, si le temps nous permet, avec M. Maossé Moutondi, directeur de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. C'est bien cela. Alors, vous êtes écologiste, vous êtes militant pour l'environnement aussi. Vous faites partie donc du grand cadre des OSC militants pour l'environnement au Bénin. Bonjour à vous. Bonjour Corneille, merci de m'inviter. Alors, demain, la communauté internationale célèbre donc la journée de la diversité biologique. On ne va pas forcément rentrer encore dans des définitions, mais quand on parle de diversité biologique, rappelez-nous brièvement de quoi il est question. Alors déjà, la diversité biologique, il faut d'abord partir de la biodiversité. La biodiversité, ce que nous essayons d'expliquer aux personnes, c'est l'ensemble de ce qui nous entoure. Étant donné que l'homme est le centre de la biodiversité. Et pour permettre à nos téléspectateurs, aux auditeurs de mieux comprendre, nous prenons souvent un exemple. Quand on parle de biodiversité, vous pouvez partir simplement d'un grain de mil ou de sorgho. Ce grain de mil va nourrir un oiseau ou une poule qui ensuite va développer des muscles et qui va lui-même servir à l'alimentation d'un autre élément de la chaîne. Ça peut être l'homme ou ça peut être un prédateur. Ensuite, cet homme ou ce prédateur a besoin naturellement donc de ce grain de mil quelque part pour pouvoir se nourrir. Évoluons dans la réflexion. À chacun de ces niveaux, vous avez, après avoir consommé, il y a aussi des fièces qui sortent. Ces fièces, elles sortent pour généralement nourrir le sol, qui va permettre de nourrir la plante, qui va donner le grain de mil, et la chaîne est bouclée. Ensuite, quand on prend ce grain de mil, vous avez alors différentes sortes de variétés. Sorgho, c'est dans la famille du mil, il y en a plus de 500 espèces à travers le monde. Vous prenez le maïs, vous avez du jaune, du blanc, du roux, etc. C'est ce qu'on appelle alors la diversité biologique. Tout cela rentre dans le sous-ensemble de la biodiversité. Et donc, quand la biodiversité, elle est menacée, c'est l'équilibre de la vie humaine sur Terre qui se retrouve menacé, parce qu'il suffit qu'il y ait extinction d'un de ces chenons, eh bien, on crée un déséquilibre, on crée une situation ou une maldonne qui peut, in fine, créer alors des problèmes pour la survie humaine. L'autre élément parlant de la survie humaine, ce sont un certain nombre de micro-organismes dont on ne voit pas souvent l'importance au sein de la société. Est-ce que vous savez que sans l'action d'un certain nombre d'insectes, comme les moucherons, comme les mouches, comme les abeilles, eh bien la pollinisation des fleurs ne pourront pas avoir lieu. Et sans la pollinisation des fleurs, il n'y a pas fruits et légumes. Et quand il n'y a pas fruits et légumes, il n'y a pas alimentation. Et quand il n'y a pas alimentation, il y a donc péril à la demeure, péril à la vie humaine sur la Terre. Voilà pourquoi on parle de diversité biologique. Voilà un peu ce que représente la biodiversité. Et des journées comme celle-ci permettent donc de rappeler aux populations. Donc si on comprend bien, maintenant vous continuez, la biodiversité, ça ne représente pas seulement les espèces,
Mais les inter-échanges. Ce sont essentiellement les inter-échanges qui existent entre les espèces elles-mêmes et entre les espèces et les échelons en amont ou en aval. D'accord. Alors, et pour cette journée? Alors pour cette journée, elle rentre dans la grande famille des journées. Et beaucoup se disent, mais à quoi ça sert ces journées internationales, ça perd du temps, etc. Mais en fait, les uns et les autres ont estimé qu'il est suffisamment important d'avoir une journée où on est focus pour réfléchir à la protection de la biodiversité, à la protection de l'environnement bientôt et à plein d'autres journées. Alors, ces journées internationales doivent être une occasion pour permettre aux populations de mieux comprendre un phénomène. Et comme nous l'avons dit depuis lundi, à travers un certain nombre d'activités que nous avons menées, il faut que le thème retenu pour cette année marque les esprits. Et le thème pour cette année, nous faisons partie de la solution. Ça veut dire que vous et moi, à travers les décisions quotidiennes que nous prenons, les décisions en habillement, les décisions en nourriture, la façon dont nous faisons nos courses, le lieu où nous allons faire nos courses, nous contribuons ou non à la préservation de la biodiversité. Et on pourra y revenir avec des exemples concrets tout à l'heure. D'accord. Alors, mais en attendant, comme vous le dites, aujourd'hui, quel est concrètement l'état des lieux quand on parle de la biodiversité? Alors, l'état des lieux, selon le système des Nations Unies, est alarmante. Pourquoi? Parce que la biodiversité est menacée par un certain nombre de facteurs. D'abord, la surproduction. Les cultures de rente. Parce que quand on rentre dans les cultures de rente, on va délaisser certaines espèces végétales ou animales au profit des espèces rentables, celles qui donnent plus de rendement économique. Donc la recherche effrénée du gain, la logique économique, la logique du commerce fait en sorte que certaines espèces sont en train de disparaître au profit d'autres. Mieux, certaines espèces, pour devenir rentables, sont travaillées sur le plan génétique pour améliorer la masse musculaire chez certaines espèces de bovins, sont utilisées pour rendre certaines semences plus résilientes au contexte climatique, au contexte de certain nombre de maladies. Et donc, génétiquement, on va vers la modification des espèces et donc la disparition des espèces sources. L'autre grosse menace qu'il y a contre la biodiversité, eh bien, c'est les changements climatiques. Quand on dit augmentation de la température, baisse de la température, augmentation des niveaux des mers, la pollution endogène créée par l'homme, c'est une menace aussi sur la biodiversité. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les déchets plastiques sont une menace pour la diversité biologique marine et sous-marine? Vous prenez par exemple nos déchets ménagers, où généralement nous ne les trions jamais. C'est une menace pour un certain nombre de micro-organismes dans le sol, c'est le cas des vers de terre, où avant on les trouvait à tout bout de champ, mais aujourd'hui il faut creuser, les chercher de plus en plus loin. L'autre menace contre la biodiversité, c'est l'action de l'homme lui-même dans son ensemble. Et donc c'est la combinaison de tous ces éléments qui peint le tableau de la biodiversité un tout petit peu en noir, malgré, nonobstant les efforts que font les différents gouvernements, les différentes institutions pour sa préservation. Mais à partir du moment où quelqu'un s'en va acheter une parcelle dans une zone marécageuse, et qu'avec son architecte qui dise il n'y a pas de problème, il suffit juste de combler ça et on peut y vivre, une telle décision qui paraît anodine pour la satisfaction du moi, de la satisfaction et le bien-être de ma petite famille, eh bien je mets petit à petit en danger la biodiversité. Et c'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'il est. C'est pour ça que cette journée est instituée. Parce que j'ai faim, parce que je peux rentrer en forêt, je peux abattre n'importe quel gibier. Pour moi, c'est un gibier, mais quelquefois, c'est une espèce rare. Et ce sont ces petits droits, ces petits comportements qui contribuent à rendre effectivement alarmant la situation de la biodiversité, tant au niveau mondial, africain, et c'est valable chez nous au Bénin. D'accord, mais au Bénin précisément, est-ce que c'est tous ces facteurs menaçants que vous avez cités
sont-ils aussi présents ici au Bénin? Ils sont tous présents au Bénin parce que l'Afrique a ses problèmes. Donc le Bénin, faisant partie de l'Afrique, eh bien, est victime effectivement de ces problèmes. La preuve, vous allez voir, il y a quelques années, ou il y a quelques mois, les pouvoirs publics, par exemple, ont pris des décisions, je dirais, drastiques, et nous applaudissons d'ailleurs, pour que, par exemple, sur certains de nos cours d'eau, on puisse dégager un certain nombre de techniques de pêche, certes ancestrales, mais qui contribuent à détruire la biodiversité, à détruire la diversité biologique. S'ils ont pris ce type de décision, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes. En termes de diversité biologique, vous avez aujourd'hui, par exemple dans notre pays, le choix, par exemple, des agriculteurs d'aller vers certaines cultures de rente au lieu de développer certaines semences qu'on a habituellement l'habitude d'utiliser pour notre propre consommation. C'est un problème à certains niveaux. Vous avez la question même des semences et l'introduction des OGM qui peuvent être une menace pour la diversité biologique et la biodiversité en général. Nous avons les questions des zones humides. Le Bénin a une très grosse avancée avec des sites Ramsar qui sont protégés, mais il y a d'autres sites qui méritent aussi d'être protégés. Et les populations ne se rendent même pas compte quelquefois de la valeur en termes de biodiversité qu'ils côtoient au quotidien dans leur nature. D'accord. Alors parmi ces facteurs menaçants, vous avez cité les manipulations génétiques, donc les OGM, qui quand même aujourd'hui constituent une solution à d'autres problèmes comme l'alimentation aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça devient menaçant. C'est vrai que si ça apporte une réponse à un problème posé. Alors je peux vous donner un exemple très simple. Vous avez chaud et vous pouvez décider, alors parce qu'il fait chaud, de ne pas mettre le casque. Mais vous savez très bien qu'il y a un danger que vous tutoyez en cas d'accident. C'est le même phénomène avec les OGM. Est-ce que les OGM répondent à un problème? Pour nous, organisation de la société civile, c'est non. Pourquoi? Parce que vous réglez un problème à un instant T pour en récupérer le triple, voire le quadruple en termes de problème à un instant T plus N. Lorsque vous utilisez les OGM, d'abord, quelque part, vous approvisionnez le paysan. Parce que la semence qu'il met en terre, il ne peut plus lui-même après sélectionner les meilleurs pour ressemer. Il est toujours dépendant du producteur de semences. Premier élément. Deuxième élément, c'est les études indépendantes qui attirent systématiquement l'attention sur le danger des produits OGM. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est des études certifiées au niveau international. On est allé même, alors pour pousser l'étude indépendante, jusqu'à faire des tests. Tous les tests officiels dans certains cas, par exemple, mais c'est précis, je ne suis pas venu avec les chiffres parce que ce n'était pas l'objet de l'émission, mais c'est une parenthèse. Vous avez des scientifiques qui ont démontré que pour pouvoir trouver les effets pervers de telle ou telle semence génétiquement modifiée, il faut une étude sur 1 an ou 2. Mais les études officielles qui ont permis la validation de certains parmi eux s'arrêtent juste à 3 mois d'expérience ou à 6 mois d'expérience. Et ces études indépendantes ont effectivement montré le danger, quelquefois, pour l'espèce humaine. Donc la question des OGM, c'est une question très vaste. Vous avez les défendeurs, vous avez aussi ceux qui sont réticents, et vous avez des activistes qui sont contre. Nous, ce que nous disons, on n'est ni pour, mais nous incitons les uns et les autres à beaucoup de prudence avec ces technologies, surtout que des pays qui ont fait déjà ces expériences sont en train de faire marche arrière. Quand vous me parlez des OGM, moi je vous parle aussi des pesticides, parce que c'est l'autre chose qui est en train, quelquefois, qui pourrit la vie silencieusement. Aujourd'hui, nous voulons faciliter le travail à nos paysans. On leur met quelquefois ces pesticides entre les mains. L'objectif de ces pesticides est de détruire facilement un certain nombre de plantes, voilà, de plantes qui sont nuisibles pour leur culture. Mais qu'est-ce qu'on constate? Quand les pesticides rentrent dans le sol, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont détruire peut-être
ce pourquoi vous les avez mis, encore que certaines plantes ne sont pas forcément véritablement nuisibles pour la plante, elles jouent un rôle en termes de biodiversité. Mais le pire, c'est que ça va contaminer la nappe phréatique. Et dans notre pays, malheureusement, vous avez plusieurs études indépendantes d'universitaires qui disent qu'un certain nombre de nos eaux souterraines, malgré la filtration, sont en train d'être contaminés à faire polluants chimiques. Donc, quand on parle de biodiversité, il y a certes des technologies qu'on peut revoir pour permettre de protéger mieux la biodiversité dont nous parlons. Alors, par rapport à la célébration de demain, 22 mai, le thème, donc, nous faisons partie de la solution. En 2020, c'était nos solutions dans la nature. Quel est le message qu'on tente de passer à travers donc, cette thématique? Alors, ce qu'on nous souhaite rappeler à tout le monde, que chacun a un rôle à jouer. C'est-à-dire, vous et moi, nous faisons partie de la solution. Pourquoi? La biodiversité est menacée à cause d'un certain nombre de facteurs naturels. L'augmentation de la population. Il y a un responsable la dernière fois qui donnait un exemple très simple. Vous avez une parcelle de 500 mètres carrés. Vous y vivez avec votre épouse et 2 enfants. Le jour où vous avez 15 enfants, mais toujours sur ces mêmes 500 mètres carrés, vous comprenez qu'il y a des espaces qui étaient libres qui vont être occupés. La terre n'est pas élastique, mais les besoins de la population aujourd'hui s'étendent. Et nos modes de consommation ayant changé, on est plus enclin au gaspillage et à des modes de consommation qui effectivement détruisent la biodiversité. C'est pour ça que chacun a un rôle à jouer. Je vais vous donner 2 exemples de l'action pour laquelle on est interpellé. Vous prenez par exemple quelqu'un qui décide d'entretenir sa maison. Une petite étude a démontré que plus vous avez un niveau de vie élevé, plus vous allez acheter des produits phytosanitaires de plus en plus chers, mais aussi de plus en plus destructeurs de la biodiversité. Lorsque vous prenez quelqu'un qui, dans son contexte du village, nettoie ses marmites avec de la cendre, lave ses mains avec de la cendre, elle est à l'abri quand même des microbes. Mais celui qui va utiliser du produit de Javel, quelquefois certains acides pour nettoyer ses toilettes, son carreau, etc., ces produits chimiques atterrissent où? Au niveau des fosses septiques. Mais quand elles atterrissent au niveau des fosses septiques, elles vont détruire quoi? Tout ce qui est vers de terre, tout ce qui est cafard ou blatte, qui eux-mêmes, en réalité, jouent un certain rôle dans la destruction naturelle des micro-organismes nuisibles. Donc ça, on peut être interpellé sur ce détail auquel on ne pense pas. Il y a quelques années, dans beaucoup de pays africains, alors je ne sais pas précisément pour le Bénin, mais dans beaucoup de pays africains, la lutte contre les moustiques, dans les années 80, c'était des camions qui passaient à partir d'une certaine heure, on vous demandait de tout fermer, et ça, on faisait, on aspergeait ou bien on pompait, comme on dit, des produits pour détruire les moustiques à travers les quartiers. Mais vous allez voir, depuis plusieurs décennies maintenant, ce n'est plus cette méthode-là qui est promue par le système des Nations Unies, promue par les autorités en charge des questions de paludisme. On va prôner plutôt quoi? Moustiquaire imprégné. Ça veut dire que je protège juste l'espace où j'ai besoin de vivre pendant la nuit, où je n'ai pas besoin de moustiques à ce moment-là. Donc on reconnaît le rôle de cette bestiole, le moustique, qui est vecteur de paludisme pour nous, mais qui joue un rôle essentiel dans la biodiversité. Ça veut dire que nous-mêmes, quand chez nous, nous voulons mettre des insecticides, il faut savoir pourquoi on les met, pour ne pas détruire toutes sortes d'espèces qui servent en réalité à la biodiversité. Alors quelqu'un m'a dit sur une radio, mais les moustiques servent à quoi? Mais les moustiques, en réalité, servent d'alimentation pour certaines autres espèces. Vous prenez les lézards, vous allez voir rapidement, on voit un lézard, on dit c'est sorcier qui est dedans, on tue. Mais quand vous voyez un lézard est là pour s'occuper effectivement du trop-plein de moustiques, du trop-plein de mouches et d'autres micro-moucherons qui existent,
qui jouent eux-mêmes un rôle, mais eux, ils sont là pour les nettoyer. Vous prenez les souris, vous prenez les musaraignes, nous n'aimons pas même leur odeur. Mais quand vous voyez les oiseaux, les pigeons sauvages qui tombent en fin de vie, qui s'occupent de ça? Ce sont ces musaraignes-là, la nuit, qui font ce travail. Donc si on n'a pas de raison de détruire ces musaraignes, d'ailleurs, lorsque vous avez des tas d'ordures, etc., proches de ces vues, vous êtes empesté de musaraignes, mais ce n'est pas la faute aux musaraignes, ils sont envoyés là, naturellement, pour pouvoir mettre la propreté. Donc lorsque nous comprenons le rôle de chaque espèce, quelquefois ça peut être nuisible pour nous, en tant qu'humains, mais on va mettre les garde-fous pour permettre à ces espèces de continuer de vivre, de ne pas couper la chaîne de la biodiversité, mais d'être une solution. Après, il y a beaucoup d'autres sujets. On parle des OGM, on parle des recherches génétiques sur les semences. Il y a plein de théories autour, mais tout ce qu'il faut retenir. En tant que citoyen, je mène des actions pour ne pas détruire la biodiversité. En tant que pouvoir public, je prends des décisions éclairées pour ne pas détruire la biodiversité. C'est ce à quoi cette journée internationale nous appelle. Chacun a sa responsabilité. Celui qui décide de ne pas acheter une voiture, mais d'être à pied, parce qu'il n'en a pas besoin, il contribue plus à la protection de la biodiversité que nous autres, peut-être qui sommes arrivés ici en véhicule personnel et qui utilisons du fuel basé sur des ressources du sous-sol qu'on aurait pu laisser là-bas quelque part, etc., etc. Celui qui construit, qui préfère aller au solaire qu'utiliser le courant conventionnel, celui qui préfère faire une fosse septique telle que nous les connaissons, que celui qui préfère faire une fosse éco-sang où il n'y a pas de liquide, c'est juste les fesses qu'on récupère, qui est fertilisé après pour fertiliser son jardin, on n'a pas les mêmes impacts sur la biodiversité. Donc ce sont toutes ces petites subtilités que nous encourageons les personnes à documenter. Nous avons tous Internet aujourd'hui à portée de main. On peut suivre des séminaires que la société civile organise pour voir comment, quand on a même peu de moyens, on peut contribuer par les choix de vie à la protection de la biodiversité. D'accord, donc c'est beaucoup plus par ignorance que nous détruisons la biodiversité. Effectivement, beaucoup disent que c'est l'ignorance qui tue. C'est lorsqu'on n'a pas l'information, n'est-ce pas? Par exemple, on était sur un plateau de radio le mardi et quelqu'un nous a appelé de Dassa. Et quand on a donné l'exemple des lézards ou des geckos, il dit, mais écoutez, vous ne savez pas ce que vous dites, mais il y a des sorciers qui rentrent dans ça et qui peuvent détruire. Nous disons oui. Socioculturellement, nous y croyons parce que c'est ce qu'on nous a enseigné depuis le début. On m'a dit oui que dans la queue, par exemple, d'un gecko, il y a des sorciers. Mais scientifiquement, un gecko vous laisse, ou même un lézard, vous laisse sa queue en mode c'est pour vous faire diversion. C'est pour vous faire croire que vous l'avez tué. Donc quand vous voyez la queue, pendant que vous êtes en train de chercher la tête, lui, il est déjà parti. Donc, ça, c'est des techniques de défense que ces bestioles développent en réalité pour pouvoir s'auto-protéger contre leurs propres prédateurs. Mais la réalité humaine, les contextes sociaux africains, nos religions quelquefois endogènes, nous amènent quelquefois à croire un certain nombre de choses qui ne sont toujours pas prouvées scientifiquement. Et de toute façon, c'est extrêmement difficile de faire changer, faire croire autre chose aux personnes. Mais il y a ce que nous pensons, ce qu'on nous a enseigné et ce que la science dit. Et nous, quelquefois, il faut alterner et ce que dit la science, mais et ce que aussi croient les populations pour trouver le juste milieu. Donc il y a ces réalités que les uns et les autres doivent comprendre. Tout n'est pas négatif autour de nous. Quelquefois, c'est nos choix de vie qui nous amènent à être autour d'un certain nombre. Quelqu'un m'a parlé des serpents. Mais vous êtes venus, vous habiter dans leur habitat naturel, zone humide, etc. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes dans une zone humide, s'il n'y a pas de serpents, les serpents s'occupent des crapauds ou des grenouilles en fonction de là où on se situe. Mais c'est une chaîne. Donc quand vous détruisez un maillon, attention, quelqu'un m'a dit, mais les serpents, ils sont dangereux. Vous pensez que... Mais est-ce que vous savez qu'il y a des serpents, naturellement, quand ils sentent l'odeur humaine, ils partent. Même les serpents les plus venimeux ne vous attaquent qu'en cas de menace.
Dans certains pays, vous voyez des gens qui manipulent des cobras, des choses comme ça. Or, vous et moi, cobras, on fuit. Alors que c'est des bêtes qui sont programmées instinctivement pour craindre l'homme quelquefois. Mais parce que l'homme a développé des techniques pour leur venir à leur extinction, ils ont leurs techniques d'autodéfense. Donc, connaître ces subtilités fait qu'on n'est pas dans le détruire tout, mais dans détruire peut-être ce qui est vraiment essentiel pour nous, notre survie. Je terminerai par un exemple. Il y a des capitales africaines que j'ai visitées, que beaucoup parmi vous, vous avez visitées. Vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie. Dans certains centres urbains, vous allez voir des espèces animales, des perdrix sauvages, des singes quelquefois, des écureuils un peu partout. Et ça ne passe même pas à l'esprit des gens de les tuer. Parce que la population a compris l'importance de ces choses-là. Il y a un exemple qui m'a marqué en 2011, c'était à Durban, en Afrique du Sud. Dans un grand rond-point, on dit non, il y a une mini-forêt. Bon, on a besoin de routes. Donc, ils ont fait un rond-point en laissant au milieu une forêt, je ne sais pas, ça devait faire quelque chose de 1000 mètres carrés comme ça. Et tout autour, c'est protégé. Mais les espèces qui étaient dedans, quelquefois sortent. Et tous les véhicules s'arrêtent pour laisser l'espèce traverser. Alors, j'étais avec une autorité africaine, il regarde, c'est un ministre, et il dit, mais est-ce que dans nos pays, on peut avoir des perdrix comme ça, en pleine ville, capitale économique, circuler? Bon, on a rigolé tous, mais c'est la preuve que c'est l'éducation. Si on éduque nos populations, si on ne profite pas que de ces journées pour en parler, eh bien on arrivera où les gens comprendront que le fait de laisser certaines espèces, ça protège la biodiversité, ça leur apporte de l'argent, parce que écotourisme, etc., ça règle un certain nombre de problèmes. C'est là où il faut la recherche. Aujourd'hui, vous avez dans nos universités des universitaires qui font des recherches sur toutes sortes d'espèces. Mais ça ne sert qu'à avoir des masters de recherche et des doctorats et des cycles de professorat. Si on pouvait ouvrir ces bibliothèques, transformer ces recherches en objet de sensibilisation pratique sur le terrain, vous verrez que toutes ces espèces ont une utilité effectivement pour nos populations. Merci, M. Maoussé. Et puis au Bénin, quelques actions, activités pour meubler cette journée rapidement. Ah oui, nous voulons déjà ici, en tant qu'organisation de la société civile, tirer un chapeau aux autorités du département des forêts qui ont organisé une semaine de la biodiversité. Ça a commencé depuis mardi. Et en ce moment où je suis ici, actuellement, ça continue au niveau de la Direction générale des forêts. Et le point culminant de cette cérémonie, c'est la remise, n'est-ce pas, des reliques de l'hippopotame sacré de Bopa aux différentes populations. Donc, il y a une taxidermie qui a été faite par la technologie développée par des collègues ONG. Là encore, une très bonne action de collaboration entre les pouvoirs publics et les ONG qui ont un certain nombre de compétences locales. Hein. C'est des compétences locales. Donc, ceux qui souhaiteraient comprendre mieux, même vous les journalistes, tout à l'heure, entre 9h et 11h, le ministre du cadre de vie va remettre officiellement les différentes reliques. Vous avez l'animal reconstitué, vous avez son squelette reconstitué, et qui va être très bientôt dans des musées, tant à Bopa, il y a une deuxième ville là que j'oublie, et aussi au centre de Grand Popo, de l'ONG Nature Tropicale, pour que les gens sachent qu'effectivement, on a des hippopotames. Et notre dernier mot là-dessus, cet hippopotame a fait sa durée de vie, nous devons aussi réfléchir à repeupler cette zone avec d'autres hippopotames. Et c'est la réflexion que la société civile est en train de mener. Merci à vous, M. Maoussé Rontondi. On comprend que désormais, au-delà des conventions qui protègent et bien sûr la diversité biologique ou la biodiversité, il faut une responsabilité individuelle et collective pour parvenir donc à la préservation, comme on le dit souvent. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Une fois encore, sensibiliser, éduquer, bien sûr, pour mieux protéger nos ressources naturelles.